Chapitre 7. Un thé chez les fous. Sous un arbre devant la maison se trouvait une table servie où le lièvre de Mars et le chapelier étaient en train de prendre le thé. Un loir qui dormait profondément était assis entre eux, et les deux autres appuyaient leurs coudes sur lui comme sur un coussin parlant par-dessus sa tête. C'est bien un commande pour le Loir, pensa Alice. Mais comme il dort, je suppose que cela lui est égal. La table était très grande. Pourtant, tous trois se serrèrent l'un contre l'autre, à un même coin. Pas de place, s'écrièrent-ils en voyant Alice. Il y a de la place à revendre, répondit-elle avec indignation. Et elle s'assit dans un grand fauteuil au bout de la table. Prends donc un peu de vin, proposa le lièvre de Mars d'un ton encourageant. Alice promena son regard autour de la table, mais elle s'aperçut que du thé. Je ne vois pas de vin, fit-elle observer. Mais il n'y en a pas, dit le lièvre de Mars. En ce cas, ce n'est pas très poli de votre part de m'en offrir, répliqua Alice d'un ton furieux. Ce n'est pas très poli de ta part de t'asseoir sans y être invité, riposta le lièvre de Mars. Je ne savais pas que c'était votre table, répondit Alice. Elle est mise pour plus de 3 personnes. Tu as besoin de te faire couper les cheveux, déclara le chapelier. Il y avait un bon moment qu'il la regardait avec beaucoup de curiosité. Et c'était l'une des premières paroles qu'il prononçait. Vous ne devriez pas faire d'allusion personnelle, répliqua Alice sévèrement. C'est extrêmement grossier. Le chapelier ouvrit de grands yeux en entendant cela, mais il se contenta de demander « Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau ?» « Parfait, nous allons nous amuser, pensa Alice. Je suis contente qu'ils aient commencé à poser des devinettes. Je crois que je peux deviner celle-là, ajouta-t-elle à voix haute. Veux-tu dire que tu penses pouvoir trouver la réponse demanda le lièvre de Mars. Exactement. En ce cas, tu devrais dire ce que tu penses. Mais c'est ce que je fais, répondit vivement Alice. Du moins, je pense ce que je dis. Et c'est la même chose, n'est-ce pas? Mais pas du tout, s'exclama le chapelier. C'est comme si tu disais que je vois ce que je mange. C'est la même chose que je mange ce que je vois. C'est comme si tu disais, reprit le lièvre de Mars, que j'aime ce que j'ai. C'est la même chose que j'ai ce que j'aime. C'est comme si tu disais, ajouta le Loir, qui semblait-il parler tout en dormant. Je respire quand je dors. C'est la même chose que je dors quand je respire. C'est bien la même chose que pour toi, dit le chapelier au Loir. Sur ce, la conversation tomba, et tous les 4 restèrent sans parler pendant 1 minute, tandis qu'Alice passait en revue dans son esprit tout ce qu'elle pouvait se rappeler au sujet des corbeaux et des bureaux. Ce n'est pas grand-chose. Le chapelier fut le premier à rompre le silence. « Quel jour sommes-nous » demanda-t-il en se tournant vers Alice. Il avait tiré sa montre de sa poche et la regardait d'un air inquiet en secouant la porte de son oreille de temps à autre. Et en la portant à son oreille, de temps à autre. Alice réfléchit un moment avant de répondre. « Le 4. Elle retarde 2 jours, murmura le chapelier en soupirant. Je t'avais bien dit que le beurre, ça ne conviendrait pas pour graisser les rouages, ajouta-t-il en regardant le lièvre de Mars d'un air furieux. C'était le meilleur beurre que j'avais pu trouver, répondit l'autre d'un ton humble. Sans doute. Mais quelles miettes ont dû rentrer en même temps, grommela le chapelier. Tu n'aurais pas dû y mettre le beurre avec du couteau à pain. Le lièvre de Mars prit la montre et la regarda tristement, puis la plongea dans sa tasse de thé, en la regarda de nouveau. Mais il ne put trouver rien de mieux que de répéter sa remarque initiale. C'était la meilleure qualité de beurre, croyez-moi. Alice avait regardé par-dessus son épaule avec curiosité, et s'exclama. Quelle drôle de montre! Elle indique le jour du mois, mais elle n'indique pas l'heure. Pourquoi indiquerait-elle l'heure? Murmura le chapelier. Est-ce que ta montre, toi, t'indique l'année où l'on est? Bien sûr que non, répondit Alice sans hésiter. Mais c'est parce qu'elle reste dans la même année pendant très longtemps.
Ce qui est exactement le cas de ma montre à moi, affirma le chapelier. Elle se sentit terriblement déconcertée. La remarque du chapelier ne semblait avoir aucun sens. Et pourtant, elle était grammaticalement correcte. « Je ne comprends pas très bien, » dit-elle aussi poliment qu'elle le put. « Tiens, le Loir s'est rendormi, » fit observer le chapelier, et lui renversa un peu de thé chaud sur le museau. Le Loir secoua la tête avec impatience, puis marmotta sans ouvrir les yeux. « Bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire. As-tu trouvé la réponse à la devinette ?» demanda le chapelier en se tournant vers Alice. « Non, j'y renonce. Quelle est la réponse ?»« Je n'en ai pas la moindre idée, dit le chapelier. »« Moi non plus, dit le lièvre de Mars. » Alice poussa un soupir de lassitude. « Je crois que vous pourriez mieux employer votre temps, déclara-t-elle, que de le perdre à poser des devinettes dont vous ignorez la réponse. Si tu connaissais le temps aussi bien que moi, dit le chapelier, tu ne parlerais pas de le perdre comme une chose. Le temps est un être vivant. » « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, répondit Alice. « Naturellement, s'exclama-t-il en rejetant la tête en arrière d'un air de mépris. Je suppose bien que tu n'as jamais parlé autant. »« Peut-être que non, répondit-elle prudemment. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je batte les temps que je les prenne ma leçon de musique. Ah, cela explique tout. Le temps ne supporte pas d'être battu. Si tu étais en bon terme avec lui, il ferait presque tout ce que tu voudrais de la pendule. Par exemple, suppose qu'il soit 9 heures du matin, l'heure de commencer tes leçons. Tu n'as qu'à dire un mot au temps, et les aiguilles tournent en un clin d'œil. Voilà qu'il est 1h30, l'heure du déjeuner. Si seulement cela pouvait être vrai, murmura le lièvre de Mars. Évidemment, ce serait magnifique, dit Alice d'un ton pensif. Mais, voyez-vous, je n'en aurais pas assez faim pour manger. Au début, peut-être pas, déclara le chapelier, mais tu pourrais faire rester la pendule sur 1h30 aussi longtemps que tu voudrais. Est-ce ainsi que vous faites, vous ? Le chapelier secoua négativement la tête, d'un air lugubre. Hélas, non, répondit-il. Nous sommes-nous disputés en mars dernier, juste avant que lui ne devienne fou. Il montra le lièvre de Mars de sa cuillère à thé. C'était au grand concert donné par la reine de chœur où il devait chanter. Scintille, scintille, petite chauve-souris, comment c'est donné que tu sois ici ? Je suppose que tu connais la chanson. J'ai entendu quelque chose de ce genre, répondit Alice. Vois-tu, continua le chapelier. Loin au-dessus du monde, tu voles comme un plateau de thé dans le ciel, scintille, scintille. Ici, le Loir secoua et se mit à chanter tout en dormant. Scintille, scintille, scintille. Il continua pendant si longtemps qu'il dut le pincer pour le faire taire. Eh bien, j'avais à peine fini le premier couplet, reprit le chapelier, que la reine se leva d'un bond, en hurlant. Il est en train de tuer le temps. Qu'on lui coupe la tête. Quelle horrible cruauté, s'exclama Alice. Depuis ce jour, continua le chapelier d'un ton lugubre, le temps refuse de faire tout ce que je lui demande. Il est toujours 6 heures à présent. Alice eut une idée lumineuse. Est-ce que pour cela, il y a tant de tasses de thé sur la table demanda-t-elle. Oui, c'est pour cela, répondit le chapelier en soupirant. C'est toujours l'heure du thé. Et nous n'avons jamais donc le temps de faire la vaisselle. Je suppose que vous faites perpétuellement le tour de la table. Exactement, à mesure que les tasses sont sales. Mais qu'arrive-t-il quand vous revenez aux premières tasses ? Se hasarda Alice. Si nous changeons de sujet de conversation, interrompit le lièvre de Mars en bâillant. Je commence à en avoir assez de tout ceci. Je suppose que cette jeune fille nous raconte une histoire. J'ai bien peur de ne pas savoir trop d'histoire, dit Alice un peu inquiète. En ce cas, le Loir va nous en raconter une, s'écrièrent-ils tous deux. Hé, Loir, réveille-toi ! Et le pincèrent en même temps des deux côtés. Le Loir ouvrit lentement les yeux. Je ne dormais pas, murmura-t-il d'une voix faible et enrouée. J'ai entendu ce que vous disiez sans perdre un seul mot. Raconte-nous une histoire, ordonna le lièvre de Mars. Oh oui, je vous en prie, dit Alice. Et tâche de te dépêcher, ajouta le chapelier. Sans cela, tu vas te rendormir avant d'avoir fini. Il était une fois 3 petites sœurs, commença le Loir en toute hâte. Elles se nommaient Elsie, Lassie et Tilly. Et elles vivaient au fond d'un puits.
De quoi se nourrissait-elle demanda Alice, qui s'intéressait toujours à beaucoup au manger et au boire. Elle se nourrissait de mélasse, répondit le Loir, après 2 minutes de réflexion. Voyons, cela n'est pas possible, fit observer Alice d'une voix douce. Elles auraient été malades. Elles étaient malades, très malades. Alice essaya de s'imaginer à quoi pourrait bien ressembler un genre d'existence si extraordinaire. Mais cela lui cassa tellement la tête qu'elle préféra continuer à poser des questions. Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? Prends donc un peu de thé, lui dit le lièvre de Mars, le plus sérieusement du monde. Je n'en ai pas encore pris, dit-elle d'un ton offensé. Je ne peux pas prendre quelque chose de plus. Tu veux dire que tu ne peux pas prendre quelque chose de moins? Fit observer. Il est très facile de prendre plus que rien. Personne ne vous a demandé votre avis, répliqua Alice. Qui est-ce qui fait des allusions personnelles à présent? Demanda le chapelier d'un ton de triomphe. Alice ne sut trop que répondre à cela. En conséquence, elle prit un peu de thé et de pain beurré. Puis elle se tourna vers le Loir et répéta sa question. Pourquoi vivait-elle au fond du puits? De nouveau, le Loir réfléchit pendant 2 bonnes minutes. Ensuite, il déclara. C'était un puits de mélasse. Cela n'existe pas, répliqua Alice avec colère. Le chapelier et le lièvre de Mars se firent chut, chut. Et le Loir continua dans ton maussade. Si tu ne peux pas être plus poli, tu ferais mieux de finir toi-même l'histoire. Non, continuez, je vous en prie, dit Alice en faisant humble. Je ne vous interromprai plus. Après tout, peut-être qu'il existe un puits de ce genre, un seul. Un seul, vraiment, s'exclama le Loir. D'un ton indigné néanmoins, il consentit à continuer. Donc, ces 3 petites sœurs, vois-tu, elles apprenaient à puiser. Que puisaient-elles? Demanda Alice en oubliant tout à fait sa promesse. De la mélasse, dit le Loir, sans prendre le temps de réfléchir cette fois. Je veux une tasse propre, interrompit le chevalier. Avançons tous d'une place. Ils avança tout en parlant, et le Loir lui suivit. Le lièvre de Mars prit la place que le Loir venait de quitter, et Alice, un peu à contre-cœur, prit la place du lièvre de Mars. Le chapelier fut le seul à profiter du changement. Alice se trouva bien plus mal installée qu'auparavant, parce que le lièvre de Mars venait de renverser la jatte de lait de son assiette. Ne voulant pas offenser le Loir de nouveau, elle commença à dire très prudemment. « Mais je ne comprends pas. Où puisait-elle, cette mélasse? On ne peut puiser de l'eau dans un puits d'eau. » répliqua le chapelier. « Je ne vois donc pas pourquoi je ne pourrais pas puiser de la mélasse dans un puits de mélasse. Hein, pauvre sotte. Mais voyons donc, elles étaient au fond du puits, demanda Alice au Loir, en jugeant préférable ne pas relever les derniers mots. Bien sûr, répliqua le Loir. Et puis bien au fond. Cette réponse brouilla tellement les idées de la pauvre Alice qu'elle laissa le Loir continuer pendant un bon bout de temps sans l'interrompre. Elle apprenait aussi à dessiner, poursuivit-il. Elles apprenaient aussi à dessiner, poursuivit-il, en braillant, et en se frottant les yeux, car il avait grand sommeil. Elle dessinait toutes sortes de choses, et tout ce qui commençait par B. Pourquoi par B? Demanda Alice. Pourquoi pas? Retorqua le lièvre de Mars. Alice ne répondit pas. Le Loir avait fermé les yeux, et il commença à somnoler. Quand le chapelier l'eut pincé, il s'éveilla en poussant un petit cri aigu et reprit. Qui commence par B, tel qu'un bilboquet, une bergamote, la berlue, un bonnet. Tu sais, il y a des expressions telles que blanc bonnet, bonnet blanc. As-tu jamais vu un dessin représentant un blanc bonnet? Vraiment, maintenant que vous m'en parlez, Alice, qui ne savait plus où elle en était, je ne crois pas que... En ce cas, tu devrais te taire, fit observer le chevalier. Le chapelier, pardon. Cette grossièreté était plus que la fillette ne pouvait supporter. Complètement dégoûtée,
Elle se leva et s'éloigna. Le loir s'endormit immédiatement. Les deux autres ne prêtèrent pas la moindre attention au départ d'Alice, quoiqu'elle se tournât 2 ou 3 fois dans l'espoir qu'elle la rappellerait. La dernière fois qu'elle les vit, elles essayaient de plonger le Loir dans la théière. « En tout cas, je ne reviendrai jamais ici, » déclara-t-elle tout en cheminant dans le bois. « C'est le thé le plus stupide auquel je n'ai jamais assisté de ma vie. » Comme elle disait ces mots, elle remarqua que l'un des arbres était muni d'une porte qui permettait d'y pénétrer. « Voilà qui est bien curieux, pensa-t-elle. Mais tout est curieux aujourd'hui. Je crois que je ferais mieux aussi d'entrer tout de suite. » Et elle entra. Une fois de plus, elle se trouva dans la longue salle, tout près de la petite table de verre. Cette fois-ci, je vais m'y prendre un peu mieux, se dit-elle. Elle commença par s'emparer de la petite clé d'or et ouvrit la porte qui donnait sur le jardin. Puis, elle se mit à grignoter le champignon dont elle avait gardé un morceau dans sa poche, jusqu'à ce qu'elle ne pût plus que 30 centimètres. Puis, elle traversa le corridor, et puis, elle se trouva enfin dans le beau jardin, au milieu du parterre de fleurs, aux couleurs vives des fraîches fontaines. Chapitre 8. Le terrain de croquet de la reine. Un grand rosier se dressait près de l'entrée du jardin. Il était tout couvert de roses blanches, mais 3 jardiniers s'affairaient à les peindre en rouge. Ceci sembla très curieux à Alice, qui s'approcha pour les regarder faire. Et juste au moment où elle arrivait à leur hauteur, elle entendit l'un d'eux qui disait « Fais donc attention, 5, ne m'éclabousse pas de peinture comme cela !»« Je n'ai pas fait exprès, » répondit l'autre d'un ton maussade. « C'est 7 qui m'a poussé le coude. » Sur quoi 7 leva les yeux et déclara « C'est cela, ne te gêne pas, 5. Tu prétends toujours que c'est la faute des autres. »« Toi, tu ferais mieux de te taire, » répliqua 5. « Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais qu'on te coupe la tête. »« Et pourquoi ?» demanda celui qui avait parlé le premier. « Cela ne te regarde pas, 2, répondit 7. « Parfaitement. Que cela le regarde, déclara 5. Et je vais lui dire pourquoi. Parce que tu as rapporté à la cuisinière des oignons et de tulipes au lieu d'oignons ordinaires. » 7 jeta son pinceau et venait de dire ma parole. Toutes les calomnies, lorsque ses yeux se posèrent par hasard sur Alice, en train de les regarder. Il s'interrompit brusquement. Les 2 autres se retournèrent et tous lui firent une profonde révérence. « Voudriez-vous me dire, demanda Alice un peu timidement, pourquoi vous peignez ces roses ?» 5 et 7 restèrent muets et se tournèrent vers 2, qui commença à voix basse. « Ma foi, voyez-vous, mademoiselle, pour dire la vérité vraie, ce rosier-là aurait dû être un rosier rouge. Et nous en avons planté un blanc par erreur. Et si la reine venait à s'en apercevoir, on aurait tous la tête coupée, voyez-vous. Aussi, voyez-vous, mademoiselle, on fait de notre mieux avant qu'elle arrive pour... » À ce moment, 5, qui regardait avec anxiété vers le fond du jardin, se mit à crier « La reine, la reine !» Et les 3 jardiniers se jetèrent immédiatement à plat ventre. On entendit un bruit de pas, de nombreux pas. Et Alice, qui mourait d'envie de voir la reine, se retourna. « Venez d'abord armé de massues en forme d'as de trèfle, 10 soldats ayant le même aspect que les 3 jardiniers, plats et rectangulaires, avec des pieds et des mains aux 4 coins. Venaient ensuite 10 courtisans, aux habits constellés de diamants en forme d'as de carreaux, qui marchaient 2 par 2, comme des soldats. Après eux venaient les enfants royaux, et il y en avait 10, et ces petits amours avançaient par couple, la main dans la main, en sautant gaiement. Ils étaient ornés de cœurs, de la tête aux pieds. À leur suite venaient les invités, pour la plupart des rois et des reines. Parmi eux, Alice reconnut le lapin blanc.
Il parlait vite, d'un ton nerveux, en souriant à tout ce qu'on disait, et il passa près d'Alice sans faire attention à elle. Derrière les invités s'avançait le valet de cœur, qui portait la couronne royale sur un coussin de velours rouge. Et, à la fin de ce cortège imposant, venaient le roi et la reine de cœur. Alice se demanda si elle ne devrait pas se prosterner devant eux, face contre terre. Comme les 3 jardiniers, mais elle ne put se rappeler avoir jamais entendu dire que c'était la règle dans un cortège passé. D'ailleurs, pensa-t-elle, à quoi servirait un cortège si chacun devait se prosterner devant lui, face contre terre? Elle ne pouvait pas le voir passer. Elle resta donc immobile, à sa place, et attendit. Quand ces divers personnages arrivèrent à la hauteur d'Alice, tous s'arrêtèrent pour la regarder, et la reine demanda d'une voix sévère : « Qui est-ce » Elle dit cela au valet de cœur qui, pour toute réponse, se contenta de s'incliner en souriant. « Imbécile !» s'exclama la reine, en rejetant la tête en arrière d'un air impatient. Puis, se tournant vers Alice, elle continua. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ? » « Je m'appelle Alice. Plaise à votre majesté, » répondit Alice très poliment. Mais elle ajouta, en même temps, « Après tout, ces gens-là ne sont qu'un jeu de cartes. Je n'ai pas besoin d'avoir peur d'eux. »« Et qui sont ceux-là » demanda la reine, en montrant du doigt les 3 jardiniers étendus autour du rosier, car, voyez-vous, comme ils étaient couchés, le visage contre terre et le dessin de leur dos était le même que celui des autres cartes du jeu. Elle ne pouvait distinguer si c'était des jardiniers, des courtisans ou 3 de ses propres enfants. « Comment voulez-vous que je le sache ?» répondit Alice, surprise avec courage. « Ce n'est pas mon affaire à moi. » La reine devint écarlate de fureur. Puis, après avoir regardé férocement la fillette comme une bête sauvage, elle se mit à hurler. « Qu'on lui coupe la tête !»« Quelle bêtise !» exclama Alice d'une voix forte et décidée. Et la reine se tut. Le roi lui mit la main sur le bras en murmurant timidement. « Réfléchissez un peu, cher ami. Ce n'est qu'une enfant. » Elle se détourna de lui d'un air courroucé et ordonna au valet : « Retournez-les !» Le valet les retourna très prudemment, du bout du pied. « Debout !» cria la reine, d'une voix forte et perçante. Sur ce, les 3 jardiniers se dressèrent d'un bond, sans plus attendre, et ils se mirent à s'incliner devant le roi, la reine, les enfants royaux et tous les personnages du cortège. « Arrêtez !» ordonna la reine. « Vous me donnez le vertige. » Puis, se tournant vers le rosier, elle poursuivit. « Qu'étiez-vous donc en train de faire ? » « Plaise à votre majesté, » commença d'une voix très humble, en mettant un genou à terre. « Nous essayons... »« Je comprends, » dit la reine, qui avait examiné les roses. « Qu'on leur coupe la tête !» Sur ces mots, le cortège se remit en route, à l'exception de 3 soldats qui restèrent en arrière pour exécuter les infortunés jardiniers, qui se précipitèrent vers Alice pour implorer sa protection. « Je ne veux pas qu'on leur coupe la tête !» s'exclama-t-elle en les mettant dans un grand pot à fleurs qui se trouvait là. Les 3 soldats les recherchèrent dans toutes les directions, pendant 1 ou 2 minutes, puis s'en allèrent tranquillement à la suite du cortège. « Est-ce qu'on leur a coupé la tête ?» cria la reine. « Leur tête a disparu. Plaise à votre majesté, » répondirent les soldats. « C'est parfait, » brailla la reine. « Si tu joues au croquet ?» Les soldats restèrent silencieux et regardèrent Alice, car c'était évidemment à elle que s'adressait la question. « Oui » vociféra-t-elle.
Alors, arrive !» hurla la reine. Et Alice se joignit au cortège, en se demandant bien ce qui allait se passer ensuite. « Il fait très beau aujourd'hui !» murmura une voix très timide tout près d'elle. C'était le lapin blanc qui marchait à son côté et fixait sur elle un regard anxieux. « Très beau !» dit Alice. « Où est donc la duchesse ?»« Chut, chut !» murmura vivement le lapin, en regardant derrière lui d'un air craintif. Puis, se dressant sur la pointe des pieds, il mit sa bouche contre l'oreille d'Alice et ajouta à voix basse. « Elle a été condamnée après à avoir la tête coupée. Quel carnage !»« Avez-vous dit quel dommage ?»« Non, je ne veux pas que ce soit du tout dommage. Mais qu'a-t-elle donc fait ?»« Elle a giflé la reine, » commença le lapin. Comme Alice se mettait à rire aux éclats, il murmura d'une voix craintive. « Chut, je vous en prie, la reine va vous entendre. Voyez-vous, la duchesse est arrivée en retard, et la reine lui a dit... »« Prenez vos places !» cria la reine, d'une voix de tonnerre. Sur quoi tous se mirent à courir dans tous les sens, en se cognant les uns les autres. Néanmoins, au bout d'1 ou 2 minutes, chacun se trouva à son poste, et la partie commença. Alice n'avait jamais vu un terrain de croquet aussi bizarre. Il était tout en creux et en bosse. Les boules étaient des hérissons vivants, les maillets des flamants vivants, et les soldats devaient se courber en 2, pieds et mains placés sur le sol pour former les arceaux. Dès le début, Alice trouva que le plus difficile était de se servir de son flamand. Elle arrivait sans trop de mal à le tenir à plein corps sous son bras, les pattes pendantes, mais généralement, au moment précis où après avoir mis le cou bien droit, elle s'apprêtait à cogner sur le hérisson avec la tête. Le flamand ne manquait pas de se retourner et de la regarder bien en face, d'un air si intriqué qu'elle ne pouvait s'empêcher de rire. D'autre part, quand elle lui avait fait baisser la tête et s'apprêta à recommencer, elle trouvait un peu plus exaspérant de s'apercevoir que le hérisson s'était déroulé et s'éloignait lentement. De plus, il y avait presque toujours un creux ou une bosse à l'endroit où elle se proposait d'envoyer le hérisson. Et comme en outre les soldats courbés en 2 n'arrêtaient pas de se redresser pour s'en aller vers d'autres parties du terrain, Alice en vint bientôt à conclure que c'était vraiment un jeu très difficile. Les joueurs jouaient, tous en même temps, sans attendre leur tour. Ils se disputaient sans arrêt et s'arrachaient des hérissons. Au bout d'un moment, la reine, en entrant dans une furieuse colère, parcourut le terrain en tapant du pied et en criant « Qu'on lui coupe la tête ! Qu'on lui coupe la tête !» à peu près 1 fois par minute. Alice commençait à se sentir très inquiète. À vrai dire, elle ne s'était pas encore disputée avec la reine, mais elle savait que cela pouvait arriver d'un moment à l'autre. Et dans ce cas, pensait-elle, qu'est-ce que je deviendrai ? Ils sont terribles avec leur manie de couper la tête aux gens. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y a encore des survivants. Elle était en train de regarder autour d'elle pour voir s'il y avait un moyen de s'échapper, en se demandant si elle pourrait s'éloigner sans qu'on l'aperçût, lorsqu'elle remarqua une curieuse apparition dans l'air. Elle fut d'abord intriguée, car elle n'arrivait pas à distinguer ce que c'était. Mais après avoir regardé attentivement pendant 1 minute ou 2, elle comprit que c'était un sourire, et elle pensa « C'est le chat du Cheshire. Je vais enfin pouvoir parler à quelqu'un. »« Comment vas-tu ?» dit le chat, dès qu'il eut assez de bouche pour parler. Alice attendit l'apparition de ses yeux pour le saluer d'un signe de tête. « Il est inutile de lui parler, pensa-t-elle, avant que ses oreilles ne se montrent, du moins une des 2. Au bout d'1 minute, toute la tête était visible. Alice posa alors son flamand et se mit à lui raconter la partie de croquet, toute heureuse d'avoir quelqu'un qui voulut bien l'écouter.
Le chat jugea sans doute qu'on voyait une partie suffisante de sa personne, et il n'en apparut pas davantage. « Je trouve qu'il ne joue pas du tout honnêtement, » commença-t-elle d'un ton assez mécontent. « Et il se dispute d'une façon si épouvantable qu'on ne peut pas s'entendre parler. On dirait qu'il n'y a aucune règle du jeu. En tout cas, s'il y en a, personne ne les suit. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'est déconcertant d'avoir affaire à des accessoires vivants. Par exemple, l'arceau sous lequel doit passer ma boule est en train de se promener à l'autre bout du terrain. Je suis sûre que j'aurais croqué le hérisson de la reine il y a un instant, mais il s'est enfui en voyant arriver le mien. »« Que penses-tu de la reine ?» demanda le chat à voix basse. « Elle ne me plaît pas du tout. Elle est tellement... » Juste à ce moment-là, elle s'aperçut que la reine était tout près derrière eux, en train d'écouter. C'est pourquoi elle continua ainsi. « C'est sûr de gagner à ce jeu, c'est presque inutile de finir la partie. » La reine passa son chemin en souriant. « À qui diable parles-tu » demanda le roi en s'approchant d'Alice et en la regardant la tête du chat avec beaucoup de curiosité. « À l'un de mes amis, un chat du Cheshire. Permettez-moi de vous le présenter. »« Je n'aime pas du tout sa mine, » déclara le roi. « Néanmoins, je l'autorise à me baiser la main s'il le désire. »« J'aime mieux pas, » riposta le chat. « Ne faites pas l'impertinent, dit le roi. Ne me regardez pas comme cela, ajouta-t-il en se mettant derrière Alice. Un chat peut bien regarder un roi, fit-il observer. J'ai lu cela dans un livre. Je ne me rappelle plus où. Possible. Mais il faut le faire disparaître, affirma le roi d'un ton décidé. Puis il cria à la reine qui se trouvait à passer à ce moment. Ma chère amie, je voudrais bien que vous fassiez disparaître ce chat. La reine ne connaissait qu'une seule façon de résoudre toutes les difficultés. « Qu'on lui coupe la tête !» cria-t-elle sans même se retourner. « Je vais aller chercher le bourreau moi-même, » dit le roi avec empressement. Et il s'éloigna en toute hâte. Alice pensa qu'elle ferait tout aussi bien de les rejoindre, les joueurs, pour voir où en était la partie, car elle les entendait dans le lointain la voix de la reine qui hurlait de colère. Elle l'avait déjà entendu condamner 3 joueurs à avoir la tête coupée parce qu'ils l'avaient laissé passer leur tour. Et elle n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les événements, car la partie était tellement embrouillée qu'elle ne savait jamais si c'était son tour ou non de jouer. En conséquence, elle se mit à la recherche de son hérisson. Celui-ci livrait bataille à un autre hérisson. Alice vit là une excellente occasion d'utiliser l'un pour croquer l'autre. Le seul ennui était que son flamand se trouvait à l'autre extrémité du jardin, où elle pouvait le voir, qui essayait vainement de s'envoler pour se percher sur un arbre. Avant qu'elle n'eût attrapé et ramené le flamand, la bataille était terminée, et les 2 hérissons avaient disparu. Mais cela n'a pas grande importance, pensa-t-elle, puisqu'il ne reste plus qu'un seul arceau de ce côté-ci du terrain. Elle fourra le flamand sous son bras pour empêcher de s'échapper de nouveau, puis revint vers son amie pour continuer la conversation. Quand elle arriva à l'endroit où se trouvait le chat du Cheshire, elle fut fort bien étonnée de voir qu'une foule nombreuse l'entourait, le bourreau. Le roi et la reine se disputaient, en parlant tous à la fois, tandis que le reste de l'assistance se taisait, d'un air extrêmement gêné. Dès qu'Alice apparut, les 3 personnages firent appel à elle pour régler le différend. Chacun lui exposa ses arguments, mais comme ils parlaient tous à la fois, elle eut beaucoup de mal à comprendre exactement ce qu'ils disaient. Le bourreau déclarait qu'il était impossible de couper une tête s'il n'avait pas un corps dont on pût la séparer, qu'il n'avait jamais rien fait de semblable jusqu'à présent, et qu'il n'allait sûrement pas commencer à son âge. Le roi déclarait que
tout ce qui avait une tête pouvait être décapité, et qu'il ne fallait pas raconter de bêtises. La reine déclarait que si on ne prenait pas une décision immédiatement, elle ferait exécuter tout le monde autour d'elle. Cette dernière remarque expliquait l'air grave et inquiet de l'assistance. Alice ne put trouver autre chose à dire ceci. « Le chat appartient à la duchesse. C'est à elle que vous feriez mieux de vous adresser. »« Elle est en prison, dit la reine au bourreau. »« Allez la chercher, amenez-la ici. » Sur ces mots, le bourreau fila comme une flèche. Dès qu'il fut parti, la tête du chat commença à s'évanouir. Et avant que le bourreau ne fût revenu, avec la duchesse, elle avait complètement disparu. Le roi et le bourreau se mirent à courir comme des fous dans tous les sens pour la retrouver, et le reste de l'assistance s'en alla reprendre la partie interrompue. Chapitre 9. Histoire de la simili-tortue. Tu ne saurais croire combien je suis heureuse de te voir, ma chère, dit la duchesse, tout en glissant affectueusement son bras sous celui d'Alice, en s'éloignant avec elle. Alice fut enchantée de la trouver de si charmante humeur, et elle pensa que c'était peut-être le poivre qui l'avait rendue si furieuse, lorsqu'elle l'avait vue pour la première fois dans la cuisine. « Moi, quand je serai duchesse, pensa-t-elle, mais sans faire ça beaucoup d'illusions, je n'aurai pas un seul grain de poivre dans ma cuisine. La soupe est tout aussi bonne sans. Peut-être que c'est toujours le poivre qui rend les gens furieux, continua-t-elle, ravie d'avoir découvert une règle. Et le vinaigre les rend aigres, et la camomille les rend amers. Et le sucre d'orge et les friandises qui rendent les enfants doux et aimables. Je voudrais bien que tout le monde sache cela, parce que alors les gens seraient moins avares de sucreries. » Ayant complètement oublié l'existence de la duchesse, elle fut un peu saisie en entendant sa voix tout près de son oreille. « Ma chère enfant, tu es en train de penser à une chose qui te fait oublier de parler. Pour l'instant, je ne peux pas te dire quelle est la morale à tirer de ce fait. Mais je m'en souviendrai dans un instant. »« Peut-être qu'il n'y a pas de morale à en tirer, risqua Alice. »« Allons donc, s'exclama la duchesse. On peut tirer une morale de tout. Il suffit de la trouver. » Et en disant cela, elle se pressait de plus en plus étroitement contre Alice. Elle n'aimait pas du tout voir la duchesse si près d'elle. D'abord parce qu'elle était vraiment très laide. Ensuite, parce qu'elle avait exactement la taille qu'il fallait pour pouvoir appuyer son menton sur l'épaule d'Alice. Et c'était un menton désagréablement pointu. Néanmoins, comme elle ne voulait pas être grossière, elle supporta de son mieux ce désagrément. « On dirait que la partie marche un peu mieux, fit-elle observer. »« C'est exact, et la morale est de ce fait. Oh, c'est l'amour qui fait tourner la terre. » « Quelqu'un a dit, murmura Alice, que la terre tournait bien quand chacun s'occupait de ses affaires. Ma foi, cela revient un peu au même, dit la duchesse en lui enfonçant son petit menton pointu dans l'épaule. Puis, elle ajouta, et la morale est de ce fait, et occupez-vous du sens des mots, et les mots s'occuperont d'eux-mêmes. Quelle manie a-t-elle de tirer une morale de tout, pensa Alice. Je parie que tu te demandes pourquoi je ne mets pas mon bras autour de ta taille, reprit la duchesse, après un moment de silence. C'est parce que je ne suis pas sûre de l'humeur de ton flamand. Faut-il que je tente l'expérience ? Il pourrait vous piquer d'un coup de bec, dit prudemment Alice, qui se tenait pas du tout à la voir tenter l'expérience. Tout à fait exact. Les flamands et la moutarde piquent également, et la morale est de ce fait. Qui se ressemble s'assemble. Mais la moutarde ne se ressemble pas à un flamand, fit remarquer Alice. Tu as raison, comme d'habitude. Ce que tu exprimes clairement les choses. Il me semble que la moutarde est un minéral, suivit Alice. Bien sûr que c'en est un, affirma la duchesse, qui semblait prête à approuver toutes les paroles d'Alice. Il y a une grande mine de moutarde tout près d'ici.
Et la morale est de ce fait. Garde-toi tant que tu vivras de juger les gens sur la mine. Oh, je sais, s'exclama Alice, qui n'avait pas écouté cette dernière phrase. C'est un végétal. Cela n'en a pas l'air, mais c'en est un tout de même. Je suis entièrement d'accord avec toi, dit la duchesse. La morale est de ce fait. Et sois ce que tu veux avoir l'air d'être. Ou, pour parler plus clairement, ne te crois jamais différente de ce qui aurait pu paraître aux autres que ce que tu étais ou aurais pu être n'en était pas différent. Que ce que tu avais été qui aurait pu paraître différent. Je crois, fit observer Alice poliment, que je comprendrais cela beaucoup mieux si je voyais écrit. Mais je crains de ne pas être bien pour vous suivre quand vous le dites. Ce n'est rien à côté de ce que je pourrais dire si je voulais, répliqua la duchesse d'un ton satisfait. Je vous en prie, ne me donnez pas la peine d'en dire plus long, déclara Alice. Oh, mais cela ne me donnerait aucune peine, affirma la duchesse. Je te fais cadeau de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Voilà un cadeau qui ne coûte pas bien cher, pensa Alice. Je suis bien contente qu'on ne me donne pas des cadeaux d'anniversaire de ce genre. Mais elle se hasarda à exprimer cela tout haut. Encore en train de réfléchir, demanda la duchesse, en lui enfonçant de nouveau son petit menton pointu dans l'épaule. J'ai bien le droit de réfléchir, répliqua Alice sèchement, car elle commençait à se sentir un peu agacée. À peu près autant que les cochons ont le droit de voler, déclara la duchesse. Et la mort, mais à cet instant précis, à la grande surprise d'Alice, la voix de la duchesse s'éteignit au beau milieu de son mot favori, morale. Et le bras qu'elle avait passé sous celui de sa compagne se mit à trembler. La fillette leva les yeux. Devant elle se dressait la reine, les bras croisés sur le visage, aussi menaçant qu'un ciel d'orage. « Belle journée, votre majesté !» commença la duchesse d'une voix faible et basse. « Je ne veux pas vous prendre en traître, » hurla la reine en tapant du pied, « mais je vous avertis d'une chose. Ou bien vous vous ôtez de là, ou bien je vous ôte la tête, et cela en un rien de temps. Faites votre choix. » La duchesse fit son choix et disparut en un instant. « Continuons la partie, » dit la reine à Alice, qui, trop effrayée pour pouvoir prononcer un mot, la suivait lentement jusqu'au terrain de croquet. Les autres invités avaient profité de l'absence de la reine pour se reposer à l'ombre. Mais dès qu'elles la virent arriver, ils se hâtèrent de reprendre la partie, tandis que Sa Majesté se contentait de déclarer un moment de retard leur coûterait la vie. Pendant tout le temps que dura la partie, la reine n'arrêta pas de se disputer avec les autres joueurs et de crier « Qu'on lui coupe la tête! Qu'on lui coupe la tête !» Ceux qu'elle avait condamnés étaient aussitôt arrêtés par des soldats, qui naturellement devaient cesser d'être des arceaux, pour pouvoir procéder aux arrestations, de sorte qu'au bout d'une demi-heure environ, il ne restait plus d'arceaux, et que tous les joueurs, sauf le roi et la reine Alice, étaient arrêtés, attendant l'exécution de la sentence. Alors la reine s'arrêta toute hors d'haleine pour demander à Alice « As-tu déjà vu la simili-tortue ?»« Non, je ne sais même pas ce qu'est une simili-tortue. »« C'est ce avec quoi on fait la soupe, à la simili-tortue ?»« Je n'en ai jamais vu, ni entendu parler. »« En ce cas, suis-moi. Elle te racontera son histoire. » Tandis qu'elles s'éloignaient ensemble, Alice entendit le roi dire à voix basse à toute la société « Je vous fais grâce. » « Allons, c'est parfait, pensa-t-elle, car le nombre des exécutions ordonnées par la reine l'avait rendue très malheureuse. Bientôt, elles rencontrèrent un griffon qui dormait profondément, étendu en plein soleil. Vous ne savez pas ce qu'est qu'un griffon. Regardez l'image. Debout, paresseux, cria la reine. Amène cette jeune fille à la simili-tortue, pour qu'elle lui raconte son histoire.
Il faut que je m'en aille m'occuper. J'ai quelques exécutions que j'ai ordonnées. » Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Alice seule avec le griffon. L'aspect de cet animal ne lui plaisait guère, mais elle se dit que, après tout, elle serait de plus en plus en sécurité en restant près de lui qu'en suivant cette reine féroce. Aussi, elle attendit. Le griffon se leva et se frotta les yeux, puis il regarda la reine jusqu'à ce qu'elle eût disparu. Alors il se mit à rire tout bas. « Que c'est drôle !» dit-il à Alice pour lui-même. « Mais qu'est-ce qui est drôle ? Mais elle, voyons, tout cela, elle se l'imagine. En réalité, il n'y a jamais personne d'exécuté, tu sais. Viens. » « Tout le monde ici me dit « viens », pensa Alice. En le suivant lentement, jamais de ma vie on ne m'a tant donné d'ordre de ma vie. Jamais. Ils n'étaient pas allés bien loin lorsqu'ils aperçurent la simili-tortue, à quelque distance, assise, triste et solitaire, sur la petite saillie rocheuse. Et à mesure qu'ils approchaient, Alice pouvait l'entendre soupirer, comme si son cœur allait se briser. « Quelle est la cause de son chagrin ?» demanda-t-elle au griffon, le cœur plein de pitié, et elle répondit, presque dans les mêmes termes qu'il avait déjà employés. Tout cela, elle se l'imagine. En réalité, elle n'a aucun motif de chagrin. Viens. Ils allèrent donc vers la simili-tortue, qui le regarda de ses grands yeux pleins de larmes, sans souffler mot. « Cette jeune demoiselle qui est ici, expliqua le griffon, voudrait que tu lui racontes ton histoire, pour sûr. »« Je vais la lui raconter, » répondit la simili-tortue d'une voix caverneuse. « Asseyez-vous tous les deux, et ne prononcez pas une seule parole avant que j'aie fini. » Ils s'assirent donc, et personne ne parla pendant quelques minutes. Alice pensa, ne voit pas comment elle pourra jamais finir si elle ne commence pas. Mais elle attendit patiemment. « Autrefois, » dit enfin la simili-tortue en poussant un profond soupir, « j'étais une vraie tortue. » Ces paroles furent suivies d'un long silence, rompu seulement par un que poussait le griffon en se tendant de temps à autre, et les lourds sanglots incessants de la simili-tortue. Alice fut sur le point de se lever, disant « Je vous remercie, madame, de votre intéressante histoire, mais elle ne put s'empêcher de penser qu'il devait sûrement y avoir une suite. C'est pourquoi elle restait assise, sans bouger, et sans souffler mot. Quand nous étions petits, reprit finalement la simili-tortue d'une voix plus calme, mais en poussant encore un léger sanglot de temps en temps, nous allions à l'école, dans la mer. La maîtresse était une vieille tortue de mer. Nous l'appelions la tortue grecque. Pourquoi l'appeliez-vous la tortue grecque ? Puisque c'était une tortue de mer, demanda Alice. J'ai lu quelque part que la tortue grecque est une tortue d'eau douce. Nous l'appelions la tortue grecque parce que elle savait le grec, répondit la simili-tortue avec colère. Vraiment, je te trouve bien borné. Je devrais avoir honte de poser une question aussi simple, ajouta le griffon. Après quoi, tous deux restèrent assis en silence, les yeux fixés sur la pauvre Alice qui aurait bien voulu disparaître sous terre. Enfin, le griffon dit à la simili-tortue. « Reprends la suite, ma vieille. Tâche que cela ne dure pas toute la journée. » Elle continua en ces termes. « Oui, nous allions à l'école dans la mer, quoique cela puisse te paraître incroyable. »« Je n'ai jamais dit cela, » s'exclama Alice en interrompant. « Si fait, tu l'as dit, » répliqua la tortue. « Tais-toi, » ajouta le griffon avant qu'Alice eût le temps de placer un mot. Après quoi, la simili-tortue reprit la parole. « Nous recevions une excellente éducation. En fait, nous allions à l'école tous les jours. »« Moi aussi, j'y suis allée dans un externat, » intervint Alice. « Vous n'avez pas besoin d'être si fière pour si peu. » « Il y avait des matières opérationnelles supplémentaires à ton école ?» demanda la simili-tortue d'un ton un peu anxieux. « Oui,
Nous apprenions le français, la musique et le blanchissage. Sûrement pas, répondit Alice avec indignation. Ah, dans ce cas, ton école n'était pas fameuse, déclara la simili-tortue, d'un ton extrêmement soulagé. Vois-tu, à notre école, nous, il y avait au bas des factures, des matières optionnelles, français, musique et blanchissage. Vous ne deviez guère en avoir besoin, fit observer Alice, puisque vous viviez au fond de la mer. Je n'avais pas les moyens de me payer les matières optionnelles, répondit la simili-tortue en soupirant. Je ne suivais que les cours ordinaires. En quoi consistait-il? Pour commencer, bien entendu, rire et méditer. Puis, les différentes parties de l'arithmétique. Ambition, distraction, l'édification et dérision. Je n'ai jamais entendu parler de l'édification, se hasarda Alice. Qu'est-ce que cela peut bien être? Le griffon leva ses deux pattes pour en manifester sa surprise. Comment tu n'as jamais entendu parler de l'édification? S'exclama-t-il. Tu sais ce que veut dire le verbe embellir, je suppose. Oui, répondit Alice, qui n'était pas très sûre. Cela veut dire rendre quelque chose plus beau. En ce cas, continua le griffon, tu ne sais pas ce qu'est l'édifier. Tu es une fifée idiote. En se sentant pas encouragée à poser d'autres questions à ce sujet, Alice se tourna vers la simili-tortue et lui demanda « Qu'est-ce qu'on vous enseignait d'autre ?»« Eh bien, il y avait l'ivoire, » répondit la simili-tortue en comptant sur ses pattes. « L'ivoire ancien et l'ivoire moderne, à la mérographie. Puis, on nous apprenait à lésiner. Le professeur était un vieux congre qui venait une fois par semaine et nous apprenait à lésiner, à troquer et à feindre à la marelle. Comment faisiez-vous cela, feindre à la marelle? Ma foi, je ne peux te le dire, car je l'ai oublié. Quant au griffon, il ne l'a jamais appris. Pas eu le temps, déclara le griffon, mais j'étudiais les classiques avec un vieux professeur qui était un vieux crabe. Je n'ai jamais pu suivre ses cours, poursuivit la simili-tortue en soupirant. On disait qu'il enseignait le patin et la greffe. C'était bien vrai, oui. Bien vrai, affirma le griffon à son tour. Sur quoi les deux créatures se cachèrent le visage dans les pattes. Et combien d'heures de cours aviez-vous par jour? Demanda Alice qui avait hâte de changer de sujet de conversation. 10 heures le premier jour, répondit la simili-tortue. 9 heures le lendemain, et ainsi de suite en diminuant, 1 heure par jour. Quelle drôle de méthode, s'exclama Alice. C'est pour cette raison qu'on appelle cela des cours, fit observer le griffon, parce qu'ils deviennent chaque jour un peu plus courts. C'était là une idée tout à fait nouvelle pour Alice. Elle y réfléchissait un moment, avant de demander. Mais alors, le 11e jour, c'était un jour de congé? Naturellement, dit la tortue. Et que faisiez-vous le 12e jour, continua Alice. Cela suffit pour les cours, déclara le griffon, d'une voix tranchante. Parle-lui un peu des jeux à présent.